Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Bonjour Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, ce matin, on reçoit monsieur Cédric Achille Mbengmouzui. Effectivement. Qui est un économiste. Hein? Oui, il est un économiste, un fonctionnaire international d'abord, qui a fait de l'économie et qui a de nombreux diplômes en ce qui concerne la finance et qui est aujourd'hui au niveau de la BAD, au niveau de la BAN, et qui a participé à la création de plusieurs démembrements, aussi bien en Afrique pour soutenir l'investissement dans les secteurs porteurs, mais également qui est membre de plusieurs think tanks qui réfléchissent sur comment attirer plus d'investissements en Afrique. Donc c'est de manière, on va dire, éparse que j'ai essayé de résumer cela pour ramener à l'essentiel. En fait, il a un CV en béton. Voilà, il a un long CV comme le bras, qui fait 4 pages. Monsieur Mbengmouzui, et c'est un auteur. Quels sont les éléments importants qu'on doit retenir de votre CV? Merci, je suis très heureux d'être ici. J'ai dit à mon fils que je devais être à Urban, il était tout content. Donc c'est vraiment la meilleure radio du pays. Écoutez, j'ai fait des études de maths à Massokou, maths physique à Massokou. Après, je suis allé en France, j'ai continué en maths appliquées. J'ai fait de l'économétrie et l'ingénierie financière. Et puis j'ai continué à me spécialiser pendant que je travaillais, que ce soit sur les produits dérivés et sur ce qu'on appelle project finance, donc financement de gros projets. Donc quand on fait les mathématiques à l'université, c'est pas forcément qu'on va être prof de maths? Non, pas du tout. Mais j'enseigne souvent et j'enseigne depuis très longtemps. Même quand j'étais au lycée, je donnais des cours de maths. Donc j'aime bien avoir ce côté-là de toujours donner des cours à côté. D'accord, ok. Avec Mosley, avec lui, on va parler de quoi ce matin? Alors avec lui ce matin, nous abordons le sujet qui a un rapport avec son dernier livre, qui a pour intitulé Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo, qui a été préfacé par deux éminents enseignants, notamment le professeur Rabat Areski, si je prononce bien son nom, et par le professeur Rick van der Ploeg, je pense, Ploeg, si je ne me trompe pas. Voilà, qui sont des éminences dans le secteur du financier et économique au niveau international et qui ont bien voulu accompagner Cédric Mbeng en lui écrivant une préface. Qu'est-ce qui a motivé la production de cette œuvre? Alors, bon, déjà, sur les deux préfaciers, il y a un, donc, le professeur Rabat, qui est ancien vice-président, chef économiste à la BAD, et aussi à la Banque mondiale et au FMI, et qui enseigne à Harvard, et l'autre, Van der, qui est l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale des Pays-Bas, et qui enseigne à Oxford et à la London Business School. Donc, c'est deux professeurs très connus dans le domaine des minerais stratégiques. Alors, moi, je voyage assez pour le business, pour le travail, à travers l'Afrique. J'ai fait aujourd'hui 51 pays, dont les pays qui me manquent, c'est plus facile. Il ne reste que 3. Voilà, c'est la Somalie, l'Érythrée et le Sud-Soudan. Donc, je voyage assez souvent à travers le continent et je vois cette masse de jeunes qui montent, qui très souvent cherchent du travail et qui représentent à peu près 70% de notre population. Et si nous ne voulons pas avoir cette population qu'on appelle le ninja, c'est-à-dire no income, no job, no asset, donc pas de revenus, pas d'emploi, pas d'actifs, qui monte et qui peut provoquer une instabilité dans de nombreux pays, il faut trouver des solutions en termes de création d'emplois, en termes de croissance. Et donc c'est ça qui m'amène à réfléchir en disant que nous avons une manière de diriger et d'articuler notre politique économique, comment faire en sorte qu'on crée plus rapidement du boulot et qu'on crée la prospérité sur le continent pour que nos jeunes n'aillent pas mourir à la Méditerranée. Alors, vous écrivez un livre qui a pour titre Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo. Comment définirez-vous l'expression minerais stratégique? Très intéressant. On parle beaucoup de minerais. C'est à la mode, on parle de minerais un peu partout. Alors, les minerais stratégiques, ce sont pour les pays industrialisés, des minerais qui vont permettre la transformation en produits finis dans ces pays-là. Donc des secteurs économiques bien connus. On va parler aujourd'hui des batteries électriques, les minerais qui vont aider à transformer
à fabriquer les batteries électriques et ou d'autres produits finis sont des minerais stratégiques pour ces pays. Mais pour nous, pays africains qui exportons, le caractère stratégique, c'est essentiellement le poids que ces exportations représentent dans nos revenus budgétaires. Donc, minerais stratégiques, ça dépend de là où on se positionne. Si on est un pays industrialisé, c'est les minerais qui me permettent de fabriquer des choses. Si on est un pays qui a un modèle d'économie extraverti, donc tiré par la demande et puis qui exporte essentiellement de matières premières, c'est les recettes budgétaires. Alors, vous parlez du bassin du Congo. Comment jugez-vous l'évolution en ce qui concerne, on va dire, la recherche en géoéconomie en Afrique centrale et particulièrement sur les questions minières? Oui, alors si vous prenez le bassin du Congo, donc 6 pays, donc CEMAC, vous enlevez le Tchad, vous ajoutez la RDC, ça vous fait les 6 pays du bassin du Congo. Mais pour le livre, j'ai pris 7 pays, j'ai ajouté le Tchad parce qu'il est membre de la CEMAC, donc CEMAC plus 1, donc RDC, ça vous fait 5 millions de kilomètres carrés, donc plus grand que l'Union européenne. Et vous avez toutes les richesses en termes de minerais que l'on recherche aujourd'hui dans le monde. Si vous voulez, pour l'économie mondiale qui a vécu autour d'un peu de l'énergie fossile, autour du pétrole, du gaz, c'est la région du Moyen-Orient, du Golfe, qui représente un peu la zone prospère, très riche, où on trouve des émirats pétroliers. Pour la nouvelle économie qui est en train de prendre son essor, c'est le bassin du Congo qui doit représenter cette même place que les Émirats ont connue, parce qu'on a tous les minéraux qui permettent de transformer ce qu'on appelle l'économie numérique, la décarbonation de l'économie. Donc, toutes ces nouvelles technologies qui se créent, même dans le secteur de la défense, c'est le bassin du Congo qui est vraiment le gisement de tout cela. Et donc, lorsque vous regardez cela, ce qui est dommage, c'est que chaque pays a sa stratégie. Chacun fait un peu son point. On a une matière qui est à la frontière entre les maths et la microéconomie, qu'on appelle la théorie des jeux. Et dedans, il y a ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Donc, c'est un jeu de stratégie et de choix. Si chacun fait sa stratégie dans son coin, on n'arrive pas à un équilibre optimal. Et qu'est-ce que font les multinationales? Elles nous mettent en compétition. Je veux Gabon exploiter du manganèse, à côté il y a le Congo qui veut exploiter du manganèse, je vous mets en compétition et chacun baisse ses prétentions. Et du coup, les multinationales se retrouvent avec des meilleurs contrats. Si nous voulons maintenant, nous, de notre côté, avoir des meilleurs contrats, nous nous mettons ensemble. Vous pensez que c'est possible? C'est possible, c'est possible. Et comment? Ça. Il faut mutualiser. Nous avons la même monnaie, nous sommes voisins, nous sommes tous parents là dans la sous-région et nous avons les mêmes problèmes de chaque côté de la frontière. Nous avons des sources d'énergie proches. On peut très bien penser comment exploiter, développer les sources d'énergie qui sont à côté et mettre ensemble un certain nombre de minéraux ensemble avec des politiques communes pour les exploiter. Je prends un cas, on crée une société de projet, le Gabon prend 30% ou plus, le Congo prend une partie, le Cameroun prend une partie, et puis cette société gère le projet minier qui est transfrontalier. Est-ce qu'il y a des expertises locales pour entamer ce genre d'initiative? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque l'État, donc les États pensent comme ça, il faut mettre ce que j'appelle dans le livre une chaîne de valeur d'économie du savoir. C'est-à-dire qu'il faut mettre les universités, les pôles technologiques ensemble. Comme vous venez de le dire, comme votre question qui est très pertinente, aucun pays seul n'aura l'expertise pour le faire. Mais on doit mutualiser les moyens financiers, les ressources humaines. Et c'est ce qui permet d'aller plus vite. Parce que chaque pays seul, pour arriver au niveau d'industrialisation que nous sommes en train de prétendre, ça va être très difficile. Peut-être même utopique. Il faut attendre peut-être une période un peu plus longue. Mais si on se met ensemble, on va plus vite, on va pouvoir gagner davantage sur nos minéraux. Quels sont les minéraux les plus stratégiques dans le bassin du Congo qui soient susceptibles de participer à ce type de projet que on va dire, dont vous faites la promotion? Alors, dans le livre, j'ai identifié 10. Maintenant, un peu plus. Bon, je vais vous parler du cobalt, qui rentre dans les voitures électriques, les batteries électriques. Tous les pays de la sous-région ne l'ont pas en commun. Oui, justement. Le Congo, RDC en a 70% de la production. Mais quand vous faites une batterie électrique, vous avez besoin du cobalt, vous avez aussi besoin du manganèse. Le Gabon, le manganèse, premier producteur. Donc, Gabon, Congo se mettent ensemble, ils font cela. Et le cuivre. Beaucoup de pays dans la région ont le cuivre. Donc, chacun fait un bout. Vous savez, moi, j'ai fait des études à Toulouse et j'étais toujours impressionné par Airbus. Et donc, j'allais me mettre sur la route pour voir comment ils transportaient. Il y a l'usine d'Airbus. L'usine d'Airbus, d'assemblage. Mais plusieurs pays ont un bout d'Airbus. Ils fabriquent chez eux et puis on assemble quelque part. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil?
On va faire des batteries électriques. Il y a un projet de batterie électrique au niveau de la RDC et je suis impliqué dans ce projet, dans cette conception au niveau de la RDC. On a déjà identifié l'université Lumumbashi qui est soutenue par les Allemands pour apporter de l'expertise. Nous avons une école de mine à Mwanda. Pourquoi on ne les met pas ensemble pour essayer de capter cette expertise-là, travailler ensemble. Chacun fait un bout. On assemble au niveau de la RDC ou bien au niveau de Libreville ou bien au niveau de Mayumba, puisqu'on va construire un grand port. Et tout cela permet de travailler ensemble. On passe des batteries électriques, on passe aux voitures. On fait des voitures électriques, chacun fait un bout, tel fait le moteur, tel fait une autre partie du véhicule. On assemble quelque part et voilà comment on va avancer. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu l'ensemble des pays du bassin du Congo, il y a un problème qui revient le plus, c'est que parfois on s'appuie sur des minerais à fort potentiel au niveau de la demande, du moins, mais on n'a pas réellement une politique amenant à valoriser le potentiel des différents pays. On prend par exemple le cas du Gabon, on exploite aujourd'hui le manganèse, un peu de l'or, d'aucuns disent du diamant, mais on n'a pas une connaissance suffisamment importante de l'ensemble des richesses minières du Gabon. Comment aujourd'hui, au niveau politique, il est possible de créer une synergie qui permette d'abord de valoriser ce potentiel-là? Oui, alors on n'a pas vocation à tout exploiter et à tout utiliser. On peut avoir au moins une idée de voilà, ce, justement, de ce dont nos sous-sols recèlent. Voilà, il faut une cartographie. Pour cela, il faut des moyens pour faire ces études, pour voir ce que nous avons comme patrimoine. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de la sous-région, nous définissons des stratégies de politique industrielle commune, où nous mutualisons, en disant, voilà, cette région, voici les minéraux que nous allons mettre en commun. On met un cadre réglementaire commun pour les exploiter. On dit simplement ceci. Le manganèse, ou bien le cobalt, ou bien le cuivre, nous n'allons plus l'exporter de manière brute, nous allons d'abord le transformer. Si nous sommes tous d'accord, aucune multinationale n'ira nous mettre en compétition avec le voisin. Parce que si nous sommes seuls à prendre une décision, donc le dilemme du prisonnier, ce que j'ai dit tout à l'heure, si nous sommes les seuls à prendre une décision et que le voisin à côté ne le fait pas, ils iront à côté et nous allons nous retrouver dans une situation un peu plus compliquée. Donc il faut que ce soit commun. Nous décidons ensemble que nous allons créer des pôles industriels ensemble. C'est ça qu'il faut faire, parce que nous n'avons pas seuls les moyens de le faire. Les pôles industriels, on a aussi le fait qu'on a quand même des pays qui sont entre griffes encore sous l'emprise d'un certain nombre d'anciennes puissances coloniales. Comment faire pour pouvoir se dégager de cette pression? Justement, c'est la mutualisation qui vous aide, parce que seul, vous ne pouvez pas faire face à ces pressions-là. Mais quand c'est un bloc commun et qu'une décision est prise au niveau de la CAC, au niveau d'un groupe de pays, en disant, voilà, 4-5 pays se sont mis ensemble pour décider que telle matière première, voilà comment on l'utilise. Tout le monde est informé. Ce qui fait que lorsqu'une multinationale vous met la pression sur une seule matière première, le monde entier regarde, les investisseurs regardent cela, et même le cours de la bourse de cette entreprise va prendre un coup. Donc il faut prendre des décisions courageuses. Aujourd'hui, la SADC, donc l'Afrique australe, la communauté, a pris des engagements de ce genre, en prenant certains minéraux qu'ils ont décidé de transformer ensemble, et une politique qui est développée, une stratégie, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut penser que la souveraineté dont fait état aujourd'hui les nouvelles autorités, par exemple au Gabon, en ce qui concerne la transformation locale des matières premières, est-ce qu'elle peut conduire à ce que de plus en plus l'ensemble des pays de la sous-région s'inscrivent dans cette logique et peut-être parviennent à l'idée que vous défendez? Oui, alors c'est un leadership qui est incarné déjà au niveau du Gabon, et c'est très bien, il faut aller dans ce sens. Il faut que ce leadership arrive à impacter les autres pays. Il faut aller ensemble. Ce que je dis, c'est que le Gabon a fait un certain nombre de déclarations sur des stratégies sur les minéraux, mais le Gabon reste seul, ça va être un peu compliqué. Il faut arriver à convaincre les autres pays de la sous-région pour aller dans le même sens. On n'est pas obligé d'aller tout de suite sur les 10 minéraux que j'ai choisis, mais si on va sur 2 ou 3, on peut déjà avoir un impact, parce qu'il faut donner la possibilité de construire effectivement ces technopoles, de construire ces capacités et aussi de lever des financements. Parce qu'effectivement, il faut beaucoup de ressources pour pouvoir industrialiser avec ces matières premières. Et où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui? Les ressources, bien évidemment. Les ressources, alors ce qu'il faut faire déjà, c'est évaluer le stock de capital disponible. Le stock de capital disponible, ce n'est pas seulement les ressources financières, c'est aussi les infrastructures et c'est aussi la technologie. Nous avons beaucoup de ressources déjà dans la zone Afrique centrale, et c'est au métal avec la RDC, et on a beaucoup de ressources. Il faut déjà mettre des mécanismes financiers en place. J'ai tout un chapitre où je parle de ça, mais je prends juste un exemple. J'ai commencé à travailler sur la zone CEMAC en 2018.
le marché des titres publics, dans le marché de la dette que gère la Banque centrale, donnait un encours de tous les pays total de 1000 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on a évalué ce marché, en discutant avec les acteurs, on leur disait que ce marché vaut au minimum 5 000 milliards. Les gens ne croyaient pas. Demandez-moi combien on est aujourd'hui. On est à 8 000 milliards. L'argent vient d'où? L'argent a toujours été là. C'est juste qu'il faut savoir mettre la tuyauterie qu'il faut pour que là où il y a l'argent et les projets, il y ait une connexion directe. Donc il y a des réformes à faire sur le secteur financier pour rendre le secteur financier performant. Je vous prends un autre exemple. La Namibie, c'est 2 millions d'habitants, la population du Gabon. Au niveau des caisses de retraite, ils ont à peu près 12 milliards de dollars, plus que le PIB de la Guinée équatoriale. Au Gabon, on n'en est pas encore là. Si vous prenez toute la zone des bassins du Congo, les 7 pays, on n'en est même pas là. Si vous prenez la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale francophone, vous mettez ensemble, c'est un peu moins que seule la Namibie seule au niveau de ses fonds de pension. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? 12 000 milliards, vous êtes à 8 000 milliards de CFA. 12 milliards de dollars, c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des réformes qui ont été faites. Donc, il faut travailler avec beaucoup de rigueur pour amener notre secteur financier à faire un bond en avant. On parle de leapfrog, hein, c'est le terme consacré, donc un saut dans ce secteur-là. Donc voilà, je pense qu'il y a des ressources ici et il y a une capacité aussi de mobiliser à l'extérieur. Et il faut développer les instruments pour cela. Il faut de la crédibilité. Il faut que lorsqu'on dit Gabon, lorsqu'on dit Congo, lorsqu'on dit Afrique centrale, les gens se disent « Ah, ces gens, ils sont crédibles. » Lorsqu'on a un engagement avec eux, ils le respectent. Et cela encourage le financement. Alors, il y a souvent un impératif dont les pays font souvent face, c'est celui de concilier l'exploitation minière stratégique et les impératifs environnementaux. Comment on arrive à gérer cela sans que ça soit néfaste pour la politique du pays? Oui, alors, vous dire qu'on aura une extraction propre, au sens où on peut l'entendre, est très difficile. Même lorsqu'on qualifie de propre, il y a toujours des dégâts. C'est pourquoi je pense que notre pays et beaucoup de pays de la sous-région sont dans des protocoles internationaux qui permettent effectivement d'avoir une exploitation bien suivie, un reporting clair sur comment nous exploitons nos minerais. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi il faut beaucoup de moyens, il faut de la technologie pour faire un travail propre au niveau de l'extraction et puis éviter toutes ces exploitations, ces extractions illégales qui peuvent exister dans certains pays. Donc, c'est un chantier qui n'est pas facile, mais c'est un engagement qu'il faut prendre. Qu'est-ce que vous entendez par exploitation propre? Alors, souvent, on va regarder les technologies qui sont utilisées, on va regarder l'impact sur la zone, hein, si on fait travailler des enfants, s'il y a une pollution, s'il y a, etc. Donc tout cela suit un protocole et il faut utiliser des technologies qui permettent de le faire. Comme je dis, même quand on utilise ces technologies, on voit toujours qu'il y a de l'impact parce que bon, les minerais sont ce qu'ils sont. Mais il faut limiter cela et ces technologies existent. C'est pourquoi vous avez au niveau des pays qui achètent, notamment en Europe, etc., on regarde la traçabilité de votre processus depuis l'extraction jusqu'à l'exportation pour être capable de dire, OK, vu comment l'extraction a été faite, cela correspond à nos normes et donc nous pouvons acheter. Dans votre ouvrage, vous mettez en exergue plusieurs scénarios concernant l'avenir du bassin ou de la région dans les prochaines années. Lesquels vous semblent les plus plausibles? Bon, alors la grande difficulté, le grand challenge de l'ensemble de l'Afrique et particulièrement du bassin du Congo, c'est la question de la démographie. La démographie explique la plupart des situations par lesquelles nous passons. On a une région aujourd'hui qui a 150 millions de personnes, quand je parle de CEMAC plus RDC, et on va passer d'ici 2050 à 300 millions de personnes. Ça veut dire plus de maisons, plus de construction, plus de destruction aussi de la nature. Mais autour de nous, on va avoir un Nigeria seul qui va passer de 200 à 400 millions d'habitants. Donc le Nigeria seul, ça va être comme l'Union européenne aujourd'hui en termes de population. Tout à CEDEAO, on sera 1 milliard de personnes. Si vous prenez l'Éthiopie, les deux Soudans, on sera 300 millions. Vous prenez la zone Est, 350 millions. Donc il y a une pression qui va être exercée dans la zone du bassin du Congo parce que les terres cultivables, les terres arables sont dans cette région et donc les gens ont tendance à aller là où il y a plus de place, là où ils peuvent faire de l'agriculture. Donc cette pression-là est la principale préoccupation que j'ai personnellement quand je regarde l'évolution de notre région. C'est pourquoi il faut être prêt. Je parle plus loin de la BITD, il faut mettre une base industrielle et technologique de défense
comme projet commun pour permettre de protéger non seulement les économies, de protéger les personnes et protéger le territoire. Avoir des drones, avoir la technologie, créer des pôles industriels pour employer des gens. Pas seulement sur la zone du bassin du Congo, mais aussi des autres régions qui viennent travailler avec nous, qui sont dans les agropoles, qui sont dans les industries avec nous, parce qu'on peut être aussi un hub en termes de savoir, en termes d'innovation. Quels sont les leviers concrets que vous pourriez recommander pour renforcer la position des États dans la chaîne des valeurs des minerais stratégiques? C'est essentiellement l'investissement dans le capital humain, former les gens. Vous savez, aujourd'hui, on regarde dans les pays le nombre d'étudiants et de diplômés des filières STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cela vous donne une idée de la tendance en termes de capacité d'industrialisation, de technologie et d'innovation. On passe à l'intelligence artificielle et à la robotique. Il faut regarder ce potentiel. Nous sommes hors du radar, c'est-à-dire qu'on ne nous voit pas tant qu'on parle de ces secteurs-là. La Chine est numéro 1, l'Asie, c'est la place de l'innovation aujourd'hui, l'Europe bien sûr. En Afrique, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique australe. Au Nigeria qui sort un peu, il faut qu'au niveau de la zone du bassin du Congo, nous soyons capables, avec les moyens que nous avons, les ressources que nous avons, d'investir beaucoup dans les formations STEAM, de produire plus d'ingénieurs. Aujourd'hui, vous voyez la guerre en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Les pays impliqués sont les pays qui comptent dans le top 10 de la production d'ingénieurs dans le monde, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Iran, les États-Unis, la Russie. Voilà, ces pays-là, en termes de production d'ingénieurs dans le monde, ils sont énormes. Je prends juste l'Iran, produit à peu près 4 fois le nombre d'ingénieurs que toute l'Afrique produit. Donc vous voyez ce que ça veut dire. L'Ukraine, pareil. Donc il faut arriver à produire plus d'ingénieurs de qualité, mettre des moyens dans la formation. Alors, on sait que votre ouvrage, il est dense, on ne pourra pas du moins l'expliquer ici, mais il a 5 chapitres, 233 pages. Si vous aviez à le résumer. Je dirais 3 choses. Focaliser sur les 3 S. Premier S, la sécurité économique. Deuxième S, la sécurité des personnes. Troisième S, la sécurité des territoires. Pour y arriver, il faut industrialiser et former les gens. Former. C'est ça qui est le plus important. Merci, monsieur Cédric Mbeng. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on recevait ce matin monsieur Cédric Achille Mbeng-Muzui qui nous parlait de son œuvre économique, des minéraux stratégiques dans le bassin du Congo. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On remercie encore monsieur Mbeng d'avoir accepté notre invitation. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.